Voilà, bienvenue à cette nouvelle édition des Printemps de la cancérologie. C'est la 11e ou 12e année de suite, avec les interruptions du Covid, où nous réalisons ce programme des printemps. Ça s'appelait initialement Vaincre le cancer. Et ce format est adapté au grand public. C'est des journées gratuites. On fonctionne un peu finalement sous le mode des universités citoyennes. Et dans le cadre de ces journées, ce que nous essayons de faire, c'est de vous montrer un peu les innovations qui sont réalisées autour de cette pathologie, avec différents organes qui sont traités sur la première partie, et vous montrer par ailleurs qu'on s'intéresse autant à l'organe atteint, l'organe malade, et les résultats thérapeutiques, les innovations en termes de prise en charge, mais aussi à la personne porteuse de cette maladie, qui va être respectée dans tout ce qui la constitue, les sphères psychiques, sociales, culturelles, pour une traversée de l'épreuve de cette maladie, du cancer, qui soit la meilleure possible, c'est-à-dire plus de résultats avec la prise en charge thérapeutique, les innovations qui sont faites. Vous allez en avoir des différents topos sur les innovations de rupture, les innovations incrémentales qui sont faites autour du cancer et qui permettent plus de guérison, plus de chronicisation quand on ne peut pas guérir. On peut inscrire aujourd'hui les malades sans les guérir dans un temps très long. L'objectif des tutelles internationales qui ont à traiter du cancer, c'est de guérir cette maladie à la fin de ce siècle. Et c'est un objectif qui semble être tenable par différentes options et innovations thérapeutiques qui sont en train de voir le jour. Et voilà, donc une partie très spécifique sur la prise en charge des cancers, une autre partie plus spirituelle, entre guillemets, où on montre qu'on s'intéresse enfin, dans l'oncologie, la cancérologie moderne, aux patients porteurs de l'organe pathologique et à la traversée de l'épreuve que peut organiser et susciter une telle maladie. C'est l'Institut de communication et d'information sur le cancer qui organise ces journées. Et voilà, je tenais à vous remercier chaleureusement d'être parmi nous. On est heureux d'avoir un peu de monde aujourd'hui, cet après-midi. Remercier tous les intervenants qui donnent de leur temps bénévolement pour vous proposer les différentes thématiques de cet après-midi. Toutes les associations qui sont présentes aujourd'hui, que vous pourrez rencontrer à la pause et échanger avec elles. Je vous encourage aussi à rester, et j'espère que vous le pourrez jusqu'à la fin de la session. Il y a 3 interventions en deuxième partie qui sont vraiment très intéressantes. Et je ne vous dis pas ça parce que c'est là où j'interviens en fin de session, mais il y a une conférence sur l'oncologie humaniste qui est quelque chose d'assez philosophique et intellectuellement assez pertinent. J'espère que vous serez là pour qu'on puisse en discuter à l'issue. Et je vous souhaite donc une très très bonne après-midi. Et je vais appeler le premier intervenant, le très grand Bernard Valentin, qui va nous parler de dépistage, vaincre le cancer du côlon. Parce que c'est aujourd'hui accessible et je vous demande de l'encourager. Impeccable. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci Steve de ton amitié. N'écoutez pas ce qu'il vient de dire. Alors j'ai pris un titre un peu prétentieux, mais pas tant que ça, vous verrez, parce que le cancer, on peut le vaincre de plusieurs manières, donc par les soins, effectivement, mais aussi en l'évitant. Et ça, c'est peut-être nouveau. Alors je vais avancer comme ça. Non. Ah, il me saute des diapos. Tant pis. Bon, c'est pas grave. Il y a 3 ou 4 diapos qui sont sautés, c'est pas grave. Comme vous avez mentionné l'acronyme CRCDC, que c'est un petit peu austère, un petit peu barbare, je vous ai expliqué ce que c'était. C'est simplement le regroupement de l'ensemble des associations départementales qui s'intéressaient au dépistage des cancers jusqu'en 2019. Ces associations sont regroupées en une association régionale qui était présidée par le professeur Pujol, qui s'est retiré il y a 2 ans et qui nous a demandé donc de prendre la relève. Alors, je ne vous apprendrai pas qu'en 2023, il y a eu en France 433 136 nouveaux cancers. Donc c'est énorme. Et vous voyez d'emblée qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas une différence liée à la génétique, c'est lié à autre chose, vous allez voir pourquoi. Chez nous, ça représente quand même 3 000 dans le département. Sur un plan
budgétaire, ça représente 22 milliards d'euros. C'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, en augmentation de 10% prévu sur 2024, sans compter le coût sociétal, c'est le coût des soins. Et bon, je sais que notre exécutif cherche à faire des économies. On pourrait très facilement diviser par 2 ce chiffre. Alors, autre point à connaître, c'est qu'en 30 ans, le nombre de cancers a doublé. Ça, on le pressent un petit peu, mais ça a été mesuré, c'est vrai. C'est lié en partie à l'augmentation, au vieillissement de la population, mais pas que. C'est lié autant, pour partie, à l'augmentation des facteurs de risque de cancer. Ça aussi, on le pressent un petit peu, mais ça a été vraiment mesuré. Alors, je vais passer très rapidement sur le cancer du sein, qui est en nombre le premier, 61 000. Voilà, la mortalité diminue très régulièrement. Et il faut se rappeler quand même que c'est un cancer qui entraîne une survie dans 88% des cas. Voilà, hop, là on est passé d'un coup à la prostate, bon, qui touche les hommes plutôt âgés, qui est plutôt de bon pronostic. Simplement pour vous tracer. Le troisième, c'est le poumon, qui est le plus agressif, 20% de survie à 5 ans, mais qu'on pourrait éviter en grande partie. Et enfin, celui qui nous intéresse, le cancer colorectal, près de 50 000 par an. C'est le troisième le plus fréquent chez l'homme, le deuxième chez la femme, après le cancer du sein. Survie à 5 ans, 63%, mais 90%, même plus, si la détection est faite au stade du dépistage. Ça, c'est intéressant. Et là, vous voyez qu'il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes. Nous allons voir pourquoi. Alors, la répartition, alors ça, c'est intéressant aussi, c'est que dans 80% des cas, ce sont des lésions, des cancers sporadiques, c'est-à-dire qui se produisent sans facteur de risque préalable, sans qu'on puisse le pressentir. Et dans un certain nombre de cas, 20% à peu près, des facteurs de risque que l'on doit anticiper et traiter. Il touche les personnes de plus de 50 ans. Vous voyez simplement 5% au-dessous de 50 ans. Et vous voyez la différence entre les hommes en bleu foncé qui s'accentue au fur et à mesure que les années passent. On va comprendre pourquoi. Dans le monde, c'est surtout l'hémisphère nord et les pays dits développés, pour les mêmes raisons. En France, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a des disparités, c'est toujours les mêmes. On n'en tire pas grand-chose puisque maintenant les gens se déplacent beaucoup. Alors, 30 secondes pour savoir comment naît et se propage un cancer. Un cancer, il faut savoir, on le sait depuis une trentaine d'années aussi, c'est une modification de l'ADN. L'ADN, c'est l'association de tous nos gènes, de tout notre code génétique, qui se situe dans les chromosomes, qui se situe dans le noyau des cellules. Donc ils vont se modifier ou ne plus fonctionner. Voilà. Ce qui permet le passage de la cellule normale, tout à fait à gauche, à la cellule cancéreuse, qui va ensuite échapper au contrôle habituel de l'organisme, qui va se développer sans interruption jusqu'à former une boule. Ce passage de la cellule normale à la cellule cancéreuse se fait, est-ce qu'on voit bien ? Ouais. À la suite de facteurs dont on parlera, qui sont évitables et qui sont liés à notre mode de vie, et des facteurs inéluctables, qui sont les facteurs génétiques dont on a parlé. Donc, au fur et à mesure, on va aller un peu plus vite, là, hop, que cette tumeur va se développer, il va se passer à un moment donné une tumeur qui va grossir et qui va éroder les parois des vaisseaux sanguins et lymphatiques, et des cellules tumorales vont être amenées dans le flux sanguin et vont aller se greffer ailleurs. Donc, ce qui constitue les métastases. C'est comme ça que se constituent les métastases. Voilà. Donc, on ne va pas insister plus là-dessus. Alors, comment vaincre le cancer ? Alors, il y a 2 manières. La première, donc, c'est le dépistage. Le dépistage, ça permet de savoir si on est atteint par une maladie avant d'en avoir les symptômes, c'est-à-dire avant que la maladie se manifeste, c'est quand on se sent en bonne santé. Ce dépistage entraîne un gain de temps sur la maladie, puisqu'on détecte les cancers de petite taille avant qu'ils ne se manifestent, de meilleures chances de guérison, bien entendu, tout le monde peut le comprendre, et ensuite des traitements moins lourds. Les chirurgies sont des chirurgies ambulatoires, vous partez le matin à vous faire opérer à l'hôpital ou en clinique, vous rentrez chez vous le soir, c'est quand même bien, il y a moins de chimio ou pas, moins de rayons, donc c'est quand même beaucoup moins agressif. Alors, ça permet aussi, et ça c'est très important, notamment dans le cancer du côlon, d'éviter l'apparition d'un cancer en repérant et en traitant une anomalie précancéreuse qui aurait dégénéré. Voilà comment se développe le cancer du côlon. À gauche, vous avez un côlon normal lors d'une coloscopie.
Ensuite, vous avez donc un adénome, c'est un polype. Ce polype devient précancéreux, dans 2% des cas, et une fois sur 20, ce polype précancéreux peut dégénérer en cancer. Et du début à la fin de ce processus, il se passe 10 ans. Donc ça veut dire que si on intervient régulièrement, si on surveille régulièrement, on a le temps d'éviter le cancer. Voilà. Ça, on va peut-être avancer. Quels sont les critères pour dépister un cancer? Donc, le cancer colorectal répond à ces critères, hein, c'est-à-dire qu'il est assez fréquent, l'histoire naturelle est connue, le test de dépistage est facile à faire, hein, c'est un examen des selles, on prélève avec un petit bâtonnet un petit peu de sel pour rechercher du sang dans les selles, puisque ces polypes saignent, le cancer saigne également, et donc ça permet pas de faire un diagnostic, ça permet de trier une population de patients qui vont faire un diagnostic par la coloscopie. C'est la coloscopie qui fait le diagnostic, attention. Hein. Voilà. Donc, qui va-t-on dépister? Donc, comme je vous le disais, on va dépister les personnes qui sont à risque faible, qui n'ont pas de facteur de risque élevé, c'est-à-dire 80% de la population, après 50 ans, sans aucun symptôme. Tous les autres ne rentrent pas dans le cadre du dépistage. Tous les autres doivent consulter leur médecin qui va faire des explorations pour rechercher des anomalies. Ce sont essentiellement les gens qui ont déjà eu un cancer, les gens qui ont un cancer un cancer dans leur entourage immédiat, dans la famille, quel que soit l'âge. Avant, on disait avant 65 ans, maintenant, l'âge ne compte pas. Si vous avez un parent, un frère, une sœur qui a eu un cancer du côlon à l'âge de 80 ans, c'est un facteur de risque, donc il ne faut pas faire le test, vous ferez directement la coloscopie. Et bien sûr, les personnes qui sont porteuses d'anomalies style rectocolite, maladie de Crohn, hein, qui ont un risque 10 fois plus important, 10%, et bien entendu ceux qui ont des facteurs héréditaires, hein, des anomalies génétiques. Donc ceux-là, bien entendu, ne doivent pas faire le test, doivent faire des examens spécifiques. Donc je résume, qui est concerné? Tous les hommes et femmes de 50 à 74 ans, sans symptômes, sans facteurs de risque, sans investigation récente. Bien entendu, ceux qui ont déjà eu une coloscopie ou un test récent ne font pas le test. Hein. Comment ça se passe? Donc vous allez recevoir une invitation à faire le test. Alors, depuis le 1er janvier, cette invitation est faite directement par l'assurance maladie. Ce n'est plus le centre de dépistage. C'est logique, c'est le circuit court. Auparavant, l'assurance maladie nous envoyait des fichiers, on faisait les invitations au dépistage. L'assurance maladie qui a les fichiers des patients, elle va faire directement les invitations. Ça paraît très logique. Voilà. Donc vous récupérez votre test, vous allez le chercher. Donc vous allez le chercher soit, vous allez voir, je vais vous remettre une diapo pour bien préciser les lieux, hein, soit chez le médecin, soit chez le pharmacien, soit directement sur Internet. Vous rentrez chez vous, vous lisez la notice, vous faites le test, c'est-à-dire vous recueillez un peu de sel avec un petit bâton qui est dans un flacon, vous mettez tout ça dans une enveloppe, vous le déposez dans une boîte aux lettres ou à la poste, et 15 jours après, vous recevez le résultat. Donc, ce que je vous conseille, c'est de récupérer le test chez le pharmacien. N'allez pas exprès chez un médecin uniquement pour ça. Si vous allez pour autre chose, oui, mais pour ça, non, ça ne vaut pas le coup. Vous allez chez le pharmacien, c'est ouvert tout le temps, il va sans rendez-vous, il vous connaît aussi. Et il a accès aussi d'éligibilité de la même manière que les médecins. Il sait si vous ne savez pas, lui, il va regarder sur son ordinateur si vous avez besoin de faire un test ou pas, et il va vous le remettre. Vous pouvez le commander directement sur Internet et vous le recevez. Et bien entendu, chez le médecin. Alors, depuis l'année dernière, vous voyez, les pharmacies délivrent le test. Vous voyez la région là, au-dessus du triangle. Les pharmaciens de l'Occitanie délivrent quasiment autant de tests que les médecins. Vous voyez, donc c'est un succès, ça montre bien que ça répond à un besoin. Le taux de participation il est catastrophique. Il y a 34% des personnes qui font le test. Parmi les personnes invitées, donc les consignes européennes, ce serait entre 45 et 65%. Parmi les personnes qui ont fait le test, il y a 4% de tests positifs. Alors, si mon test est positif, qu'est-ce que je fais? Je vais voir mon médecin. Si j'en ai pas, je demande à l'assurance maladie de m'en trouver un. Il y a un service pour ça. Le médecin me prend un rendez-vous, si c'est un bon médecin. Si ce n'est pas un bon médecin, on vous dit prenez un rendez-vous chez le gastro-entérologue, ce qui peut prendre du temps avec Doctolib. Et le gastro-entérologue, après vous avoir interrogé, montré l'anesthésiste, va vous faire une coloscopie.
Si la coloscopie est normale, bon, parfait, il n'y a rien, c'est une fausse alerte, un faux positif en quelque sorte. On a d'autres raisons d'avoir du sang dans les selles, sans pour autant que ce soit une lésion grave. Dans ce cas-là, vous êtes quand même tranquille pour 5 ans, et au bout de 5 ans, vous refaites un test. Si c'est positif, si on trouve un polype, il vous l'enlève, et c'est la même chose. Au bout de 5 ans, il faut recommencer. Non, pardon, il vous l'enlève. Ou si vous avez un cancer, on vous traite. Mais dans ce cas-là, vous n'êtes plus éligible au test, vous ne faites plus de tests. Dans ces cas-là, vous irez chaque fois retourner chez votre gastro-entérologue au rythme qu'il va vous indiquer. Lorsqu'on a eu un polype précancéreux ou un cancer, on ne fait plus de test. Alors, si le test est positif, pas de panique. Il y a simplement 5% de cancer. Quand on fait le test, il y a 4% de tests positifs, et dans ces 4%, il y a 5% de cancer. Ça veut dire que dans un tiers des cas, il n'y a rien. Dans 2 tiers des cas, il y a un polype, ce fameux polype qu'on enlève. Tous ne sont pas précancéreux, mais un certain nombre sont précancéreux quand même. Ils peuvent le devenir. Alors, qu'est-ce que ça donne chez nous ? Sur une campagne, donc on a envoyé 163 000 invitations. Vous voyez qu'il y a 54 000 personnes qui ont fait leur test, ce n'est pas énorme. 1 sur 3 en gros. On a quand même 2000 tests positifs, 1700 coloscopies. Tout le monde n'a pas fait sa coloscopie. Alors soit par refus, soit parce qu'on les a perdus de vue. Et on a quand même détecté 323 polypes précancéreux, ce qui est bien. Ça veut dire que c'est 323 personnes qui n'auront pas de cancer. Et 42 cancers, et sur ces 42 cancers, on sait qu'il y en a plus de 30 qui vont guérir. Ça, c'est important. Alors que si on n'avait rien fait, on aurait obtenu 360 cancers, dont la moitié simplement aurait survécu. Alors pour le sein, bon, simplement, c'est là, je vous le dis, sur une campagne, on détecte 250 cancers du sein. Voilà, pour comparaison, ce qui est quand même beaucoup, effectivement, avec moins de mammographies, c'est-à-dire 40 000 mammographies, 250 cancers du sein, ça montre qu'il y a quand même beaucoup plus de cancers du sein que de cancers du côlon. Ça n'a pas d'intérêt. C'est le résultat du programme. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Et donc, j'insiste un petit peu pour dire que le programme de dépistage permet de diminuer la mortalité par cancer. Ça, c'est important. L'impact est démontré. Mais il agit également sur l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cancers. Ça, on n'y pense pas au départ, mais le dépistage permet d'éviter le cancer. Beaucoup plus même. Il permet d'éviter 10 fois plus de cancers que ce qu'on en trouve. Voilà, ça, c'est une coloscopie. Ça consiste à regarder dans le côlon avec une lumière et à découper des polypes avec un lasso. Voilà. Alors, le taux de participation, c'est sûr qu'il est loin des standards européens, mais vous remarquerez quand même que dans le département, on est à 40%. C'est le moins mauvais taux de la région, puisqu'il y en a qui sont à 28-29%. Donc, tout ça, c'est grâce à nos secrétaires qui se sont intéressés aux problèmes dès le départ, qui sont allés démarcher les médecins personnellement, aller leur apporter des tests, tout ça, puisque le département a été choisi un peu comme un département pilote, donc ça s'est traduit dans les résultats, ça continue à se traduire en résultats positifs. Alors, je vous ai dit que le dépistage du cancer permettait de sauver des vies. Là, vous avez le tableau qui vous montre qu'avec le taux actuel de 30% sur la nation, on évite 2600 décès. Si on atteignait les objectifs prévus, on arriverait à près de 7000. Voilà. Donc on va en parler après, ça pose quand même des questions. Alors au total, donc je me répète un petit peu, mais le dépistage permet la guérison de 90% des cas contre 50% des cas. Dernier moyen de vaincre le cancer, de lutter contre le cancer, c'est de l'éviter. Comme disait un de mes maîtres, mieux vaut éviter que réussir. Donc, après le dépistage par la prise en charge des cancers et les lésions précancéreuses, la prévention, c'est-à-dire supprimer les facteurs de risque, ça c'est peut-être un peu nouveau. Enfin, c'est pas nouveau parce que ça fait 2500 ans qu'on le sait, mais c'est nouveau un peu dans notre état d'esprit. C'est que 22 000 cancers du côlon sur 47 000 pourraient être évités en modifiant nos habitudes. C'est quand même dommage. Voilà. Là, vous avez la proportion de cas de cancer diagnostiqués chez les adultes de plus de 30 ans, attribuables à des facteurs liés au mode de vie et à l'environnement. Donc l'alimentation est en cause dans 24 à 20% des cas, et plus chez l'homme que chez les femmes. Donc c'est pour ça qu'on retrouve
plus de cancer chez l'homme parce qu'ils mangent moins bien que les femmes. L'alcool, ils boivent plus. Le surpoids et l'obésité, qui est retrouvé plus souvent chez les hommes également, mais pas que. Le tabac, plus souvent chez les hommes, mais pas que. Après l'exposition professionnelle, un peu plus fréquemment aussi, bien entendu. Ça sont les 4 gros facteurs. Alors on va les reprendre rapidement, par exemple, pour que ça ait quand même une consonance pratique. L'alimentation. L'alimentation, on sait qu'une mauvaise alimentation est à l'origine de 38 000 nouveaux cancers, dont les cancers du côlon et du rectum. Donc je vous rappelle donc qu'il faut privilégier les fibres. 5 fruits et légumes par jour, ça on l'entend depuis longtemps. Au moins un féculent complet. Il ne faut pas prendre de pain blanc, il faut prendre du pain semi-complet ou complet. Pas de pâte blanche, pas de riz blanc. Semi-complet ou complet chaque fois. Légumes secs, on a tendance à oublier. On a mangé beaucoup plus avant, des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, des haricots blancs, tout ce qu'on voudra. Limiter la viande rouge à 500 grammes par semaine. Ça a tendance à rentrer un peu dans les mœurs. On mange de moins en moins de viande rouge, mais il y a encore des gens qui en mangent beaucoup, qui en mangent 500 grammes par jour. Ça, c'est un facteur énorme de cancer du côlon, qui joue beaucoup chez l'homme également. Limiter la charcuterie, bien entendu. Ça a les mêmes inconvénients que la viande, plus le sel en plus. Parfois la fumée. Deuxième facteur de risque, l'alcool, qui est directement à l'origine de 6600 cancers du côlon. Mais pas que. Cancer du sein aussi, c'est étonnant, ça entraîne 8000 cancers du sein. Alors vous allez me dire comment on sait que l'alcool provoque le cancer du sein. C'est très facile. On fait des études de cohorte, on analyse des centaines de milliers de femmes ou d'hommes sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et on écrit tout. On marque tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils mangent, comment ils vivent, etc. Et puis il y a des correspondances qui apparaissent. On se rend compte effectivement, si on compare le nombre de cancers du côlon, le cancer du sein, et on voit que ça fait apparaître des facteurs de risque. Autre cause, c'est la sédentarité, l'obésité et le surpoids. Ça, on le pressentait bien entendu pour des maladies cardiovasculaires, mais c'est très important aussi. Ça rentre dans le cadre des facteurs de risque du cancer. On peut dire que c'est à l'origine de 20 000 cancers par an en France, dont le cancer colorectal. Par exemple, autre exemple, c'est le cancer de l'endomètre est 7 fois plus fréquent chez les obèses, chez les femmes obèses que chez les femmes minces. Donc ça, c'est très très net. Et la sédentarité également, le fait de ne pas bouger. Alors ça paraît curieux, mais ça a été mesuré, c'est vrai. Le fait de rester immobile, de faire moins de 1000 pas par jour ou moins de 5000 pas par jour, ça augmente le risque de cancer. Voilà, donc ce n'est pas des régimes qu'il faut faire, c'est manger normalement, ça c'est sûr. Voilà, bouger ne signifie pas forcément faire du sport, ça vous le savez aussi, on peut bouger en faisant autre chose, en travaillant, en faisant son ménage, marche à pied, etc. Voilà, on avance. Voilà, et ça ne sert à rien de faire de performance, il suffit de bouger. Voilà. Marcher, ça suffit, ce n'est pas la peine de courir. Le bénéfice est le même. Quatrième cause importante, c'est le tabac. Là aussi, on le retrouve. Le tabac favorise tous les cancers, d'une manière générale. C'est le facteur numéro 1, mais ça favorise aussi les cancers du côlon. Alors, tous ces facteurs, pourquoi ils agissent sur des organes très différents ? Parce qu'en fait, ils agissent sur les noyaux des cellules, sur l'ADN. C'est là que ça se joue, il faut bien s'en souvenir. Donc, ils vont perturber le fonctionnement de notre ADN, de notre génome, de nos gènes, et du coup, ça va favoriser tout un tas de cancers. Alors, à l'inverse, l'activité physique diminue le risque d'apparition d'un cancer et, c'est très important, diminue le risque de récidive des cancers. Le côlon en fait partie, mais les autres également. Ça, on s'en est rendu compte. D'ailleurs, c'est intéressant pour tous ceux qui ne faisaient rien. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit je fume pas, je bois pas, je suis mince, je fais du sport, je mange bio, j'ai eu un cancer, qu'est-ce que je peux faire ? Vous êtes un peu embêté parce que vous ne pouvez rien faire de plus. Alors que si vous êtes en face de quelqu'un qui est obèse, qui fume, qui boit, qui ne bouge pas, vous dites vous avez beaucoup de chance parce que vous allez pouvoir modifier votre mode de vie, donc diminuer les facteurs de risque, et vous avez finalement beaucoup moins de risques de récidive que quelqu'un qui faisait déjà tout avant et qui a eu un cancer. Voilà, là je vous les rappelle donc. Alimentation, surpoids, pour que vous les ayez bien en tête, inactivité, l'alcool, le tabac. Alors il faut savoir que le risque s'accroît au fur et à mesure qu'on cumule les facteurs de risque, on s'en serait douté.
Et deuxièmement, il y a un facteur temps très important qui est matérialisé par cette photo que j'ai retrouvée dans un flyer. C'est qu'en fait, il ne faut pas attendre 50 ans pour faire attention. Ces anomalies, elles se mettent en place progressivement tout de suite. C'est dès l'enfance qu'il faudrait avoir des bonnes habitudes de vie, qu'il faut les mettre en place dans la famille pour éviter les cancers dans l'âge adulte. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'on voit des cancers quand même maintenant chez les personnes plus jeunes, certains cancers en tout cas, qui peuvent être liés aux facteurs de risque évitables, puisque les mauvaises habitudes, parfois, elles se prennent très très jeunes. Voilà, je vais bientôt en finir. Donc, on conclut que le cancer n'est pas une fatalité, contrairement à ce qu'on croit. On pense que c'est une fatalité, voilà, j'ai eu un cancer, un tel a eu un cancer, mais non. 40% des cancers, même plus, je crois que c'est 42%, sont liés à notre mode de vie, sont donc évitables, ils sont liés à notre comportement. Donc, nous pouvons agir. La prévention, en divisant par 2 le nombre de malades, produit un résultat plus efficace que les progrès thérapeutiques. Je n'ai rien contre les progrès thérapeutiques, mais il est évident qu'au lieu d'augmenter le nombre de lits, le nombre de médecins, le nombre d'infirmières, si on divisait par 2 le nombre de malades qui rentrent à l'hôpital, ça serait quand même bien. Voilà. Et en fait, c'est un peu provocateur, mais c'est la réalité. Il est plus efficace d'acheter des légumes, des baskets, d'arrêter le tabac, arrêter l'alcool, que donner de l'argent à la recherche contre le cancer. C'est un peu provocateur, c'est pas tout, il faut donner aussi pour la recherche contre le cancer. Mais en fait, les progrès sont lents. Ils se font sur des dizaines d'années, alors que là, on peut quand même éviter d'emblée la moitié des cancers. Et pour certains cancers, on peut les éliminer. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, ça veut dire qu'en France, on est mauvais. Donc, on est mauvais individuellement et collectivement. Il faut arrêter de dire qu'on fait bien les choses. Donc, il y a un manque d'implication du corps médical des professionnels de santé. La plupart ne pensent pas, ça c'est culturel, on ne nous a pas appris, à l'école non plus, les gens ne le savent pas. Il y a un manque de courage et de lucidité du personnel politique. On a fait des tas d'efforts pour économiser quelques milliers de vies dans les accidents de la circulation, c'est très bien, mais on pourrait d'emblée, peut-être, si on faisait vraiment des efforts, éviter des centaines de milliers de morts par cancer. On pourrait éliminer certains cancers complètement. Alors ça ne dépend pas que des pouvoirs publics, bien sûr, mais certains, oui. Alors pourquoi les gens ne font pas leur test? C'est que ce qui apparaît en premier lieu, c'est que les gens ont peur du résultat du test et de la maladie. Ont peur du cancer. C'est-à-dire quand on a un cancer, enfin tous ceux qui en ont eu le savent, c'est qu'on se dit « je vais mourir ». C'est la première idée qui vient à l'esprit. Donc ça fait peur. Et c'est vrai que les hommes ont encore plus peur que les femmes, parce que les femmes ont souvent été confrontées, elles ont eu des grossesses, quelquefois difficiles, des accouchements difficiles, elles ont eu des problèmes avec leurs enfants, donc elles sont plus aptes à affronter cette peur. Alors, un petit mot pour vous confirmer ce que je vous disais, c'est qu'en France, il n'y a pas de diminution actuellement de la fréquence et de la mortalité du cancer du col de l'utérus et des cancers viro-induits. Vous savez que le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer d'origine infectieuse qui est lié à un virus, le papillomavirus, qui entraîne en France 3000 cancers du col et 3000 cancers de la sphère ORL ou du canal anal. Ce cancer va disparaître en 2030. On a fait des projections en Australie et en Écosse où il y a plus de 90% de vaccinés. En France, il y a actuellement 40% de filles et 15% de garçons qui sont vaccinés. Donc, pour l'instant, le taux ne baisse pas. Alors, pourquoi on atteint ce taux de 90%? Parce que le vaccin est obligatoire, tout simplement. Voilà. Donc, je pense que c'est une faute de ne pas le faire et de ne pas en trouver des moyens, ou de le rendre obligatoire, ou des moyens coercitifs. Il y a des pays où, je crois que c'est le Portugal, où les gens non vaccinés perdent des avantages, sont moins bien remboursés pour leurs soins, par exemple. Et les Écossais, c'est pas loin de chez nous pourtant, ils ont rendu obligatoire, comme nous on a rendu obligatoire certains vaccins, on accepterait mal de mourir du tétanos ou de la polio. Alors tout ça c'est rageant parce qu'en fait on le sait depuis 2500 ans, ça je vous l'avais déjà montré l'an dernier, mais j'aime bien, parce qu'Hippocrate avait déjà dit que l'alimentation soit ton premier remède, la marche est le premier remède pour l'homme. Avant de guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à abandonner ce qui le rend malade. Voilà, c'est pas compliqué. Et c'est plus efficace que beaucoup de choses. Je vous remercie.